Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Bertrand Badi, grand expert des relations internationales. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris, auteur d'une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels Vivre de culture, comment peut-on être franco-persan aux éditions Odile Jacob, et puis également, toujours aux éditions Odile Jacob, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Mais avant de commencer cet entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez nous parler de la mobilisation en cours actuellement au Kenya. Oui, c'est une énergie sociale et c'est une parfaite illustration d'un sujet plus théorique qui me retient depuis longtemps, c'est-à-dire cette irruption de l'humain sur une scène politique et même sur une scène internationale. Ce qui s'est passé au Kenya est quand même tout à fait extraordinaire. Pensez que les États-Unis de M. Trump veulent installer là-bas un centre de quarantaine pour y abriter les citoyens de différents pays, y compris des États-Unis, de manière à ce qu'ils ne viennent pas polluer le territoire américain. On fait du Kenya un dépotoir sanitaire, comme si vous en souvenez, il y a quelques années, quelques décennies, on avait fait de la Somalie la poubelle du monde, c'est-à-dire l'endroit où on allait jeter ses détritus, comme on crée des centres de détention pour migrants un peu partout, autour de l'Afrique des Grands Lacs, au Ghana et dans d'autres pays. Cette façon inhumaine et indigne de reléguer un continent, là en l'espèce un pays, le Kenya, À cause de l'épidémie d'Ebola. à cause de l'épidémie d'Ebola, mais à en faire ce dépotoir sanitaire, considérer que peu importe qu'il y ait un risque pour la population kenyane, à partir du moment où la population états-unienne est protégée. C'est un signe très inquiétant d'un retour du verticalisme, pour ne pas dire du racisme dans le monde, c'est-à-dire de l'inégalité entre les humains, et j'ai trouvé cette réaction du peuple kényan extrêmement réconfortante. Il a résisté seul, puisque le gouvernement du Kenya avait choisi le chemin de la coopération, pour ne pas dire de la collaboration, et parce que, et notamment à l'initiative de sa jeunesse, la fameuse Gen Z qui s'est manifestée à Madagascar, au Maroc, au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka, montrait cet esprit de résilience qui évoque aussi la résilience du peuple ukrainien, du peuple palestinien, du peuple iranien Mm. aussi. Et donc, pour moi, c'est très symbolique et c'est une formidable aventure humaine. Vous savez, il faut, et c'est ce qui me reste de 50 ans de métier, il faut humaniser les relations internationales. Alors venons-en à notre entretien. Votre père, Mansour, est arrivé de Perse à l'époque d'Iran, aujourd'hui en France, pour terminer ses études à l'âge de 18 ans. Il va devenir chirurgien, élève du célèbre professeur Henri Mondor à l'hôpital Bichat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille dans les hôpitaux et il rejoint la Résistance, ce qui lui vaudra en 1945 la Légion d'honneur remise par le gaulliste Louis Jox. Mais dans une France nationaliste, xénophobe, il sera victime de propos humiliants, voire racistes, et surtout, il sera interdit d'exercer son métier de chirurgien. Il sera seulement autorisé à être assistant opératoire. La France l'a accueilli, l'a formé, et lui, en retour, lui a fait don de son engagement contre le nazisme. Pourtant, la France l'a rejeté. Et cette expérience de deux France, héritière, l'une héritière des Lumières et l'autre xénophobe, raciste, vous l'avez vécu également à votre tour. Racontez-nous, Bertrand Badi. Alors, je l'ai vécu toute ma vie et sur des modes différents. Lorsque j'étais enfant, on m'a peu à peu initié à cette histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon père qui m'initiait à cette histoire, c'est ma mère, car mon père ne parlait pas. Est-ce par fierté? Est-ce par modestie? Mais il ne parlait jamais ou très peu de cette histoire. Ma mère, indignée par le sort qui avait été réservé à son époux, elle me racontait, me disait. Et lorsque j'étais enfant, je ne comprenais pas bien. Je vais vous faire un aveu. Même je comprenais cela comme étant
peut-être de notre faute ou de sa faute. Et ça, c'est le complexe du migrant qui se reprocherait à lui-même de ne pas être totalement intégré dans la société où il vit. Eh bien moi, à travers l'imparfaite intégration de mon père, je partageais sa faute. Et après, grâce à l'expérience, grâce à l'éducation, et notamment l'éducation supérieure, et je rends hommage à ce qu'était à l'époque ma belle maison de Sciences Po, j'ai pu découvrir que mon père était dans le vrai. Que mon père était dans le vrai, c'est-à-dire qu'il était en quête d'humanité. Quand il a quitté la Perse à 18 ans, vous imaginez ce que c'est un jeune Persan qui va traverser toute une série de pays, la Perse d'abord, puis l'Azerbaïdjan, enfin l'URSS à l'époque, puis la Pologne, puis l'Allemagne, il va arriver en France. Il parlait mal le français, ce n'était que sa troisième langue, après le persan et l'anglais. Il avait été formé dans une école secondaire dans sa ville natale de Hamadan par une mission protestante américaine, donc il parlait l'anglais, le français était sa troisième langue, il va tout d'un coup être projeté en classe de première au lycée Michelet à Vanves, il va passer son bac, il va même à l'époque passer ses 2 bacs, puis c'est comme ça que ça se faisait, et il va entrer à la faculté de médecine. Tout cela avec comme idée, finalement, qu'il ne changeait pas de pays, qu'il restait dans l'humanité. Et dans sa tête, dans son esprit, tel que j'ai pu le reconstituer, cette humanité, c'était celle en même temps d'un certain cosmopolitisme et d'une vénération pour la science et le progrès qui unifiait le monde. Et donc, je suis convaincu, même s'il ne me l'a jamais dit comme tel, que mon père a été profondément traumatisé par le rejet dont il a été l'objet lorsqu'on lui a interdit de s'installer pratiquement le lendemain du jour où le général de Gaulle avait signé le décret lui gratifiant la Légion d'honneur. Et pour moi, ça a été un guide. Ça a été un guide de l'esprit et ça a été un guide de la recherche, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et toute ma vie était consacrée à ça. On va en Comment parler. cette humanité a du mal à se construire. Mais vous, vous-même, vous avez été traité de bico et de youpin. Donc comment vous expliquez que le racisme et l'antisémitisme se développent à nouveau en France en ce moment? Alors, à nouveau, est-ce que c'est à nouveau ou est-ce que c'est En une tout cas, c'est forme de amplifié. pérennité? Oui, amplifié, il est amplifié. Pourquoi? Aussi parce que nous sommes entrés, et c'est en même temps encourageant et terrifiant, dans un monde de totale visibilité. Autrefois, chaque catégorie de l'humanité était parquée dans son monde, et donc les échanges étaient rares. Si l'antisémitisme a fleuri, enfin fleuri, je dirais plutôt s'est développé de manière aussi inepte à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, c'est parce que les minorités juives en Europe ont été les premières à expérimenter l'intolérance des Français de souche. Les Français de souche qui ne peuvent être que chrétiens, catholiques, blancs, à ascendance pure, là-bas. Ensuite est venu le temps des migrations et surtout de migrations venant d'autres continents. Déjà, l'italien, le rital ou le polonais, le polac étaient maltraités, mais lorsqu'il s'est agi d'une immigration maghrébine ou africaine subsaharienne, là, effectivement, les angles du racisme ont été beaucoup plus aiguisés. Et j'ai tout de suite compris ce que il y avait de rejet chez mes camarades. J'étais dans une école religieuse. Pourquoi j'étais dans une école religieuse? Parce que mon grand-père maternel, catholique pratiquant, n'avait consenti le mariage de sa fille avec un persan que s'il y avait cette garantie que le petit-fils ou la petite-fille irait dans une école religieuse catholique. Donc je me suis offert 15 ans d'école catholique, ce que j'ai très affectueusement un peu reproché à mon père. Je lui disais: «Mais papa, pourquoi avez-vous accepté ça?» Je vous voyais mon père, un père oriental, on le vouvoie et on le respecte là-bas. Et mon père, qui était un homme malicieux, m'a répondu:
Oh, je savais bien que c'était la meilleure façon de t'amener à l'athéisme, que de t'exposer à un collège religieux. Mais dans ce collège religieux où il y avait cette culture suprémaciste, vous savez, c'est un terme Oui, qu'on, qu'on hélas, emploie, on utilise beaucoup en ce moment pour des notamment raisons pour les évidentes. oui, Eh bien, on la sentait fleurir, cette culture suprémaciste, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire, soit par volonté militante, d'affirmer sa supériorité dans la ligne terrible, affreuse de Jules Ferry, les races supérieures et les races inférieures, là-bas, ou inconsciemment, simplement que spontanément, ce garçon-là, alors les gamins ne comprenaient pas très bien d'où je venais, ou d'où je venais partiellement par mon père, mais ils comprenaient que je venais pas de Touraine Mmh. ou de Limoges, du Limousin. Bah, et donc, bah, si c'est un extérieur, on était à l'époque de la l'Algérie, ça ne peut être qu'un bigot ou un youpin, parce que là, c'est cette tradition antisémite dont je parlais tout à l'heure. Alors justement, la guerre d'Algérie a été un moment fort de votre politisation et vous dites: «J'ai toujours ressenti au plus profond de moi le poids de cette histoire liée à la colonisation». Cette sensibilité-là, elle ne vous a jamais quitté? Alors, elle ne m'a jamais quitté, pour plusieurs raisons. D'abord, je trouvais en mon père, nous sommes dans les années 50, hein, c'est à Mmh. l'époque où le colonialisme était à peine critiqué et où dans la guerre d'Algérie, c'était évident, l'armée française allait gagner et l'Algérie allait Serait rester un département ouais. français. Eh bien, j'avais trouvé en mon père je me rappelle en vacances à l'île de Ré en 1955, mon père me disait: «Ils sont idiots, ils ne comprennent pas que, la colonisation, c'est fini». Et moi, cette phrase-là, elle était, même pour un gamin de 5 ans, tout à fait transgressive par rapport à ce que j'entendais par ailleurs, de Mmh. Radio Luxembourg, jusqu'à, non pas le collège religieux, j'y étais pas encore, mais l'environnement familial, maternel, et cetera. Et donc, je me suis dit: «Mais si mon père, que je respectais, que j'admirais démesurément, si mon père dit ça, c'est qu'il a raison». Et donc, ça a fait de moi dès le petit âge et dès les années 50 un militant anticolonialiste. Ouais. Et puis après, à travers l'anticolonialisme, j'ai découvert les vraies vertus de l'humanité et de l'humanisme. C'est-à-dire, j'ai compris très vite que derrière le procès du colonialisme, il y avait ce militantisme pour des droits égaux entre humains. Et vous rappelez dans votre livre le réalisme du général de Gaulle et sa compréhension de la force du sentiment d'identité nationale renforcé par des décennies de mépris, d'humiliation et de racisme. Et vous rappelez qu'à l'âge de 14 ans, vous avez serré la main du général de Gaulle. Où en est-on aujourd'hui de ce que l'on a appelé à l'époque la politique arabe de la France, initiée par le général? Alors, c'est totalement, fini. La politique arabe, elle est totalement terminée. Moi, je me souviens, j'ai été pendant de longues années, ça a été un enrichissement formidable pour moi, enseigner à l'université du Caire. Et quand je me baladais, dans le Khan, c'est-à-dire les souks du Caire, on me demandait, «Where are you from? Where are you from?» Et je répondais: «France», je ne répondais pas Iran, hein, je répondais: «France». Et on me disait: «Ah, De Gaulle, ah, De Gaulle», et on levait le pouce. Et même, on m'a dit Mitterrand, on m'a dit Chirac, Mm. en roulant bien tous ces airs, n'est-ce pas? Et puis, vers la fin, heu, après 2003, hein, encore à la fin de la présidence Chirac et puis les présidents de suite, quand je disais, France, Mince. on me répondait: «Ah, Zidane!» hein. Mm. J'ai tout de suite interprété ça comme étant l'interruption, d'une aventure politique privilégiée, qui Mm. était vraiment cette rencontre profonde entre le peuple arabe et le peuple français, autour de vraies valeurs, qui étaient les valeurs que le général de Gaulle appelait d'indépendance nationale, d'autodétermination, de libre disposition des peuples, et puis aussi, ce sentiment que j'ai perçu chez mes amis, égyptiens, mais aussi libanais, syriens, maghrébins, cette idée qu'il y avait dans cette politique arabe de la France, enfin un lissage humaniste, c'est-à-dire un homme vaut un autre homme. Mm. Que, avoir une politique arabe de la France, ce n'était plus déroger au principe de la supériorité ou du suprémacisme français, européen, occidental, appelez ça comme vous voulez. Et puis ça a été cassé. Ça a été cassé
sous la présidence de Jacques Chirac. C'est-à-dire Jacques Chirac a atteint le paroxysme avec son opposition à À la la guerre guerre d'Irak, d'Irak, ce formidable discours de Dominique de à Villepin l'ONU. le 15 février 2003 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis après, c'est retombé. Après, il y a eu le G7, qui était le G8 à l'époque d'Évian. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Oui, il va y il va y avoir avoir demain Évian. la même chose. Et là, Chirac, pour que Bush, qui menaçait de ne pas venir pour protester contre le positionnement français, a commencé le rétropédalage et a en quelque sorte demandé pardon à George W. Bush. Et on a assisté à l'effritement de cette politique arabe de la France qui va disparaître avec Sarkozy, avec Hollande et successeurs. Alors vous, vous n'avez pas été tenté par des études de médecine comme votre père Mansour et votre grand-père Mehdi et beaucoup d'autres membres de votre famille paternelle. Votre père, il avait la nostalgie de la médecine, mais il est devenu diplomate. Est-ce que cela explique que vous soyez devenu un spécialiste des relations internationales? Alors, d'abord, je sais que mon père aurait aimé, mais il ne me le disait pas parce qu'il était très respectueux de chacun, de la personnalité de chacun. Il aurait aimé que je devienne médecin parce que c'était effectivement une tradition Oui, familiale. familial. Moi, je vais vous faire une confidence, j'avais peur du sang et donc je savais très bien que je ne serais jamais un bon chirurgien et peut-être même un bon Oui, médecin. si vous faites des maladies. Voilà, exactement. En revanche, c'est ce que je vous disais il y a un instant, j'étais, très, très désireux de percer le mystère de l'humanité non accomplie sur le système international. Et donc là, vous êtes ici, Ah, j'aime beaucoup cette photo, vous êtes avec vos parents oui. et vous êtes à Sciences Po à ce moment-là? Vous êtes en train de C'est l'époque où je suis à Sciences Po. Alors, je crois que la photo date de 1974, c'est-à-dire j'étais entre le diplôme de Sciences Po accompli et la soutenance de ma thèse. Vous savez que, pour la petite histoire, j'ai été le premier à pouvoir soutenir une thèse de doctorat à Sciences Po, puisque Sciences Po venait d'être habilité à délivrer les thèses. Et donc, j'étais dans cette période justement de recherche de moi-même et de recherche sur cette question que je vais vous poser. Et cette photo est très symbolique parce que, vous savez, quand on a un père oriental, on dîne tous les soirs à la maison et on fait le compte-rendu de la journée. Et ça, jusqu'à la mort de mon père, alors que j'avais 37 ans. Hein. Jusqu'à 37 ans, j'ai dîné pratiquement tous les soirs entre mon père et ma mère. Et tous les soirs, jusqu'à l'âge de 37 ans, je regardais mon père et ma mère, ces êtres qui s'adoraient. Ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Ils s'adoraient, ils ne se comprenaient pas. Et donc, ça a été une première énigme pour moi, en me disant, mais si mon père et ma mère, qui s'aiment tant et qui se connaissent si bien, ne se comprennent pas, comment le système international peut-il fonctionner? Et ça a été le début de ma quête, d'abord. Et puis, je me disais une deuxième chose. Je voyais mon père, je voyais ma mère, et je me remémorais cette phrase terrible, honteuse, ignoble de Jules Ferry, qui pourtant, je me demande pourquoi, est au Panthéon, qui disait c'est le droit des races supérieures d'éduquer les races inférieures. Affreux, cette phrase. Et je me disais, alors, l'inférieur, c'est lui, et la supérieure, c'est elle. Et ça m'était insupportable. Je me dis, mais cet homme est un homme de science, de courage, d'une honnêteté absolument fabuleuse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'est engagé dans la résistance alors qu'il n'avait pas la nationalité française. Donc c'était un homme de vertu. C'était un homme absolument admirable et une espèce de politicard de la Troisième République qui venait nous expliquer que c'était la race inférieure. Et ça a été ma seconde énigme. Vous voyez, au-delà de l'intercompréhension, le statut des uns et des autres, et derrière le statut, une question qui a meublé ma vie pendant des années, qui est l'humiliation en relations internationales. J'ai fait un livre, d'ailleurs, là-dessus, qui s'appelle « Le temps des humiliés », où j'explique que l'humiliation est la pathologie dominante des relations internationales, et c'est plus que jamais vrai aujourd'hui. Oui, on va en parler, Bertrand Badi. Un commentaire également sur cette photo de famille.
Alors là, vous avez toute ma famille paternelle, on est en Perse, c'est en 1958, ça se passe à Téhéran. Je suis là, au milieu en bas, c'est moi le petit garçon, entouré de mes 3 cousins. Ma mère est là, à l'extrême gauche, même si ça peut paraître une formule mal adaptée, et mon père est là, au milieu, en position centriste. Et mon grand-père, ainsi que ma grand-mère, les autres étant mes oncles et tantes. Et alors, vous savez, c'est la deuxième fois que j'allais en Iran, j'avais 8 ans. La première fois, j'avais 2 ans et j'ai failli mourir. Oui. J'ai failli mourir parce que j'avais mangé quelque chose de pas très bon et j'ai été sauvé grâce à des sulfamides que mon père, in extremis, hein, on me donnait pour mort, avait pu obtenir d'une mission américaine. Ouais. Donc, j'ai été sauvé une fois dans ma vie par l'impérialisme états-unien. Alors, vous dites que vous avez une double culture, française et perse. Votre père ne vous a pas appris le persan, vous l'avez appris vous-même en vous inscrivant aux langues zo. Et cette double culture que vous avez vécue comme un handicap lorsque vous étiez enfant, vous en avez fait vous en avez fait une chance et vous dites maintenant que c'est même une fierté. Diriez-vous aujourd'hui la même chose aux jeunes Français de parents immigrés? Ah mais bien sûr, et d'ailleurs c'est pour eux que j'ai écrit ce livre. C'est pour témoigner de cette richesse extraordinaire de ceux qui ont la chance d'être biculturels. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai été, ce que je fais souvent, faire cours dans un lycée du 93, comme on dit, au lycée Sugère de Saint-Denis, magnifique lycée, où j'ai rencontré une population en grande majorité issue de l'immigration, d'une humanité et d'une intelligence, d'une subtilité absolument remarquable, et je leur faisais part de cette chance. Parce que quand vous êtes biculturel, ou multiculturel, Mmh. hein, quelquefois c'est trique, etc., euh, vous avez justement la clé des 2 énigmes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la clé de l'intercompréhension, qui est à la base même des relations internationales. Comment voulez-vous qu'il y ait des relations internationales si les gens ne se comprennent pas? Vous croyez que M. Trump comprend les Iraniens ou les Africains, il ne sait même pas trop où ils sont d'ailleurs. Ce défaut d'intercompréhension, c'est un des premiers dangers des relations internationales. Et le deuxième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette verticalité, ce suprémacisme dont on parlait. Eh ben, quand on est biculturel, euh, nécessairement, de par sa propre expérience, je dirais même de sa propre identité, ce sont 2 maux, 2 pathologies que l'on arrive à surmonter. Et vous vous réclamez du concept de créolisation qui sont promus par les écrivains antillais Édouard Glissant et Patrick Chemoiseau. Alors comment vous concevez cette créolisation? Alors, ça me fait plaisir que vous citiez ces 2 auteurs, parce qu'ils m'ont énormément marqué. J'ai eu la chance de les rencontrer tous les 2 et surtout de rencontrer Patrick Chamoiseau qui est devenu un ami et qui et j'ai compris à quel point, parce que ce sont des biculturels, hein, Ouais. ils avaient percé le mystère. C'est-à-dire, chez Glissant, il y a l'invention de ce formidable concept de mondialité. C'est pas mondialisation, c'est mondialité. Ouais. Et cette mondialité, c'est quoi? C'est dire, ben, il y a quelque chose d'irréversible. C'est que maintenant, on est dans le monde et dans un monde fini, dans un monde unique. C'est-à-dire, la révolution des communications et des transports fait que on habite une cité unique. On habite tous une cité unique. Et cette cité unique, c'est pas une cité de l'apartheid, c'est pas une cité de la ségrégation, c'est une cité de l'échange. Et le mot, le destin final de tout ça, c'est la vraie paix. La vraie paix, c'est quoi? C'est quand vous regardez l'autre, non pas comme une menace, mais comme une source d'enrichissement par vous-même. Bon, on Et en ça, est c'est Chamoiseau et Glissant qui me Ah, l'ont pour appris. l'instant, on en est loin et on va en reparler. Mais vous avez connu mai 68 et vous aviez commencé à travailler sur la sociologie de la classe ouvrière française. Mais très vite, vous avez compris que l'avenir du monde n'était pas à la confrontation des 2 blocs Est-Ouest, mais à la confrontation Nord-Sud. Cette intuition, est-ce qu'elle vous vient également de votre histoire familiale? Oui, alors là, vous montrez une photo qui, pour moi, compte beaucoup également. Vous voyez Nasrallah Entezam, qui était un grand diplomate iranien, qui était à l'époque de cette photo ambassadeur à Paris, ambassadeur d'Iran à Paris.
et qui avait été préalablement ministre des Affaires étrangères de son pays, président de l'Assemblée générale des Nations unies, qui avait même été candidat à un moment au secrétariat général des Nations unies. C'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi. Puis vous voyez le petit garçon, en même temps timide, j'ai l'impression que ce regard est porteur d'une certaine inquiétude et qui aussi mesure déjà, je devais avoir 8 ans à l'époque, ce que représentait ce personnage qui me tenait dans ses bras. Ça a été, oui, ça c'est une séquence de ma vie. Et donc la confrontation Nord-Sud, toutes les Alors, guerres coloniales de confrontation entre le Nord et le Sud, comme la guerre du Vietnam, les guerres d'Afghanistan, elles ont été gagnées par les peuples du Sud qui étaient pourtant militairement plus faibles. Est-ce que vous analysez ce changement historique et vous parlez de la mystérieuse énergie sociale? Expliquez-nous un peu plus. alors, tout à fait. Vous citez le cas du Vietnam, mais on pourrait monter aux guerres de décolonisation, notamment la fameuse guerre d'Algérie à laquelle j'ai déjà fait référence, mais aussi des guerres moins connues au Cameroun, à Madagascar. Comment expliquer, comment expliquer que dans toutes ces guerres, c'est toujours le plus faible qui l'a emporté? Moi, je me rappelle le général de Gaulle, pour qui j'avais cet énorme respect que vous signaliez tout à l'heure, qui peu avant Dien Bien Phu, disait la France va gagner en Indochine parce qu'elle est plus puissante. Et on entendait exactement la même chose pour la guerre d'Algérie. Et on l'entend encore, cette bêtise, lorsqu'on vous dit pour être libre, il faut être puissant, comme si la puissance était la clé de tout. Non, ce qui m'a éveillé à une conscience nouvelle à travers cette expérience vécue même dans ma peau, comme je disais tout à l'heure, Mhm. de la décolonisation, c'est que la puissance n'est plus la clé de tout. Et pourquoi la puissance n'est plus la clé de tout? C'est parce que on a assisté progressivement à une appropriation sociale des relations internationales. L'humain qui fait irruption sur la scène internationale, et l'humain est plus fort que le canon. Et ça, vous évoquiez la participation de mon père à la résistance, c'est ce qu'il m'enseignait aussi. Il m'expliquait que la résistance avait gagné parce que la conviction était extrêmement forte. Et lorsque on atteint ce niveau de conviction qui vous fait vous fusionner avec l'humanité tout entière, on ne perd jamais. Depuis 1945, il n'y a pas un peuple dominé qui ait été vaincu. Et ils ont tous gagné, comme je suis convaincu que demain les Kanaks gagneront également. Mais ces victoires des peuples du Sud opprimés, elles n'ont pas débouché forcément sur des régimes de liberté, mais plutôt sur des régimes autoritaires et corrompus, opprimant à leur tour leurs opposants, voire leur minorité nationale. Et les opprimés sont souvent devenus à leur tour des oppresseurs. Comment vous l'expliquez cela? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire vous avez tout à fait raison. L'Algérie, le Oui, Vietnam, mais l'Iran. la décolonisation a échoué. C'est-à-dire, elle a permis au peuple de s'émanciper, mais elle a échoué comme modèle relais après cette période de domination. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord parce qu'on a importé le modèle étatique, j'ai fait un livre là-dessus aussi, importé le modèle étatique occidental en Afrique, en Asie et ailleurs où il ne correspondait pas du tout à l'histoire, à l'économie, à la sociologie de ces pays. Mm. Et donc, déjà, il y avait une absence de légitimité et de crédibilité de ces institutions. On n'a pas, suite à la décolonisation, créé cette dynamique de l'invention politique. Il faut dire que nous, en Europe, on a mis des siècles à inventer notre modèle étatique, démocratique, état de droit contemporain, qui est d'ailleurs menacé maintenant. Donc ça, c'est un premier échec. Le deuxième échec, ça a été les logiques postcoloniales, c'est-à-dire cette façon que l'on a eue de prolonger le colonialisme en clientélisant, en subordonnant, en corrompant les nouveaux régimes mis en place. Et puis, la troisième raison, c'est effectivement les inégalités qui résultaient de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? On ne gère pas un pays dont le PIB par habitant et par an est de 600 dollars, comme la République centrafricaine, comme on peut gérer un pays dont le PIB par an et par habitant est de 120 000 dollars. Mais la variable explicative de tout ça, la racine de tout Oui. ça, c'est l'humiliation et la domination qui ont été subies et qui continuent à porter ces pathologies dans le monde actuel. C'est encore
un effet d'une colonisation réaffirmée, réincarnée. C'est la suite de souffrances qui datent du 19e siècle et qui se poursuivent aujourd'hui. Et comment vous expliquez la montée des mouvements d'extrême droite, nationalistes, xénophobes? Est-ce que c'est pas un échec de la mondialisation pour de nombreux pays? Non, Une c'est conséquence? oui et non. En fait, c'est surtout l'incompréhension et le refus de la mondialisation. Il faut voir que notre système international, notre droit international, nos institutions internationales, notre économie, tout ça a été inventé par l'Europe. L'Europe qui est devenue ensuite euro-américaine à la fin du 19e siècle. Avec la mondialisation, tout ça tombe. C'est-à-dire, on découvre que le monde n'a plus de centre. L'Europe a été le centre du monde pendant des siècles et des siècles, et tout d'un coup, en l'espace de très peu de temps, ça s'est joué entre les années 60-70, suite à la vague de décolonisation, jusqu'au tournant du siècle. C'est-à-dire, en l'espace de 30 ans, on a découvert que le monde n'avait plus de centre, et la tentation a été tant chez les entrepreneurs politiques que dans la société, et surtout dans la société souffrante, de dire que c'est la faute de la mondialisation. Voilà. Et l'extrême droite qui gouverne, hélas, déjà beaucoup de pays européens, vous fait des récits qui se vendent très bien sur le marché électoral, qui consistent à dire tout ça c'est la faute des immigrés, tout ça c'est la faute de la mondialisation, tout ça c'est la faute de l'étranger. Vous connaissez ce formidable sketch de Fernand Reynaud sur l'étranger. Hein, l'étranger, il était persécuté, il est parti. Et le jour où il est parti, il n'y avait plus de pain dans le village, parce que l'étranger, il était boulanger, nous explique formidablement Fernand Reynaud. Bah, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire cette haine xénophobe, cette haine anti-migratoire qui conduit au RN. Ouais. Et RN, ça veut dire raconter n'importe quoi. Hein. C'est l'abréviation de raconter n'importe quoi, notamment de raconter que les malheurs de la société française viennent de l'étranger. Ce qui est absurde. Bon, mais on assiste par exemple également à un retour du religieux et des intégrismes religieux, avec les guerres de religion qui les accompagnent. Le religieux n'est jamais parti. Ce qui effectivement fait le temps d'aujourd'hui, c'est un retour des intégrismes. Et le retour des intégrismes, c'est quoi? C'est tout simplement le retour d'un marqueur identitaire. Et que veut dire un marqueur identitaire? C'est le signe d'un malaise. Quand on a besoin de distinguer son identité de celle des autres, c'est parce qu'on se sent mal à l'aise dans le tout ensemble. Et pourtant, la mondialisation, elle ne pourra se gérer que par le tout ensemble. J'ai toujours donné comme exemple, c'est naïf, mais je l'aime cet exemple, Picasso. Picasso qui, chez Derain, découvre un masque Fang du Gabon et qui dit à Derain « Oh là là, c'est aussi beau que la Joconde » et Derain lui dit « Oh non, c'est plus beau que la Joconde. » Et pourquoi je suis en extase devant ça? Parce que il y avait chez Picasso l'idée que c'est en allant chercher du mieux chez l'autre que l'on peut se renouveler et s'enrichir soi-même. Et il a fait les Demoiselles d'Avignon à partir de cela. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas confusion là entre internationalisme et mondialisation? Non, mais moi je n'emploierai ni l'un ni l'autre de ces termes. J'en parlerai mondialité et humanisme, cette fameuse créolisation dont vous parliez tout à l'heure. L'hubris du président américain Donald Trump semble se heurter à la force des peuples et à la réalité des identités nationales. Il a appelé les Iraniens à descendre dans la rue pour chasser les gardiens de la révolution, les Pasdaran et la milice Basiji. Puis il a même menacé de détruire la civilisation iranienne. La réalité, c'est qu'il est en échec et que ce sont l'ensemble des pays de la planète qui en souffrent. Oui, alors d'abord, je dirais qu'il a profondément humilié le peuple persan, le peuple iranien, lorsqu'il dit bah, « en une nuit, je vais tout détruire de ce que vous êtes ». Ce qui est quand même une des phrases les plus ignobles qui ait jamais été prononcée dans l'histoire de l'humanité. Et donc, moi, je sais, parce que j'en ai eu des échos directs, notamment lorsqu'Internet a pu être rétabli, que cette phrase, elle a fait extraordinairement mal au peuple persan et à beaucoup de ceux qui ont témoigné en son nom. Et derrière ça, il y a deux choses. Il y a l'idée de trahison, parce que cette société persane était profondément mobilisée contre un régime qu'elle n'aime pas et qui l'a opprimé, qui l'a asservi.
là-bas. Et Trump a annoncé De tenez l'aide. bon, j'arrive. Oui, l'aide arrive. Voilà, l'aide arrive. Et puis on a vu ce qu'il en a été. Au lieu de l'aide, c'est des bombes sur la tête, essentiellement de ce peuple. Rappelez-vous, ces 180 collégiennes Oui. qui ont été Et le tuées oui. par des bombardements américains à minables. Et rappelez-vous aussi cet épisode terrible de l'Institut Pasteur qui a été bombardé par l'aviation israélienne, alors que mon père m'en parlait toujours comme étant le symbole de l'entrée de la Perse dans la modernité. Et vous vous rendez compte de ce que c'est que de démolir un Institut Pasteur. Donc il y a eu en même temps de l'humiliation et de la rage et de la colère. Et donc celles et ceux qui m'écrivaient de Perse pour me dire mais on ne supporte plus ce régime. Et ils ne le supportaient Mmh. plus. On l'a vu dans les manifestations Avec les massacres de aussi. décembre et janvier avec les massacres qui en ont résulté. Maintenant, me dis-je, on ne supporte plus Trump et Netanyahou. Le discours a changé. J'imagine les beaux cadeaux que les éléments les plus radicaux du régime iranien ont dû envoyer à Trump et à Netanyahou parce que ça a été une chance providentielle pour eux de consolider leur pouvoir Le au régime. détriment des éléments peut-être plus modérés. Donc la République islamique est consolidée. Derrière cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas la volonté du gouvernement américain de priver la Chine de ses fournisseurs de pétrole? Est-ce qu'après le Venezuela, c'était l'Iran? Oh, je crois que vous allez chercher trop loin. Trump ne fonctionne pas comme ça. Je pense, et je l'explique dans justement mon dernier livre que vous présentiez tout à l'heure, que la ligne trumpienne, c'est l'affichage de la puissance. Et c'est le désir d'écraser l'autre pour montrer qu'on est le centre du monde, hein, qu'on est la personnalité la plus importante, que le bureau ovale est le centre de commandement du monde. Et l'idée, c'était d'écraser la Perse. Et cette terrible confusion a fait renaître exactement ce qu'il fallait éviter, c'est-à-dire une fierté nationale mise au service d'un régime que par ailleurs on déteste. Mmh. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Je ne crois pas du tout qu'il s'agissait Parce que la la Chine. Chine achète plus de 80% du pétrole exporté d'Iran, hein. Oui, bien sûr, mais on voit que la Chine réussit à s'adapter à cette interruption, que d'ailleurs l'Iran fait ce qu'il faut, le régime iranien fait ce qu'il faut aussi pour ça. Je ne pense pas C'est ça que la raison. le problème était là. Je crois qu'au contraire, exactement le contraire. C'est-à-dire que Trump a été surpris que le régime iranien sache choisir l'arme du faible pour combattre le fort, Mmh. c'est-à-dire Le détroit le d'Ormuz. blocage du détroit d'Ormuz pour paralyser le géant, entre guillemets, américain. Et de même, l'hubris de Vladimir Poutine, c'est un échec en Ukraine. Totalement. Et pour exactement les mêmes raisons, Mmh. c'est-à-dire l'énergie sociale. Vous savez, on est trop obsédé dans notre société de stratégie et on oublie l'humain. Et moi, j'ai été très frappé dès les premiers jours de la guerre, en février-mars 2022, de voir comment réagissait le peuple ukrainien, en disant: «Non, ça, c'est inacceptable». C'est exactement ce que disait le peuple algérien dans les années 50. C'est exactement ce que disaient les résistants français, dont mon père, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire ce sentiment qu'il y a un moment où la puissance est inacceptable, où elle est anti-humaniste. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce nouveau culte de la puissance, des gens qui vous parlent de la puissance des libertés ou je ne sais quelle sornette de cette nature, alors que justement, la vraie liberté, elle se conquiert, comme je le dis dans mon livre, par-delà la puissance. Mmh. Et votre rêve de cohabitation pacifique et de co-construction, il s'éloigne quand même, de plus en plus au Moyen-Orient. Le gouvernement israélien d'extrême droite de Netanyahou, il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Bon et puis, pourtant il ne peut pas y avoir d'Israël s'il n'y a pas d'avenir, pour les Palestiniens. Alors comment imposer cette solution à 2 États? Ah bah, vous savez, il y a un politiste israélien, Kamerling, qui s'appelle, son nom, heu,
Kamerlingh qui vous dit ce qui est belligène dans cette longue aventure israélo-palestinienne, c'est ce qu'il appelle le politicide. J'aime beaucoup cette formule. C'est-à-dire l'interdiction faite à un peuple de s'ériger en communauté politique. Et il nous explique qu'il n'y aura de paix que lorsque ce politicide sera dépassé. Vous savez, il faut revenir à Aristote. Aristote, il y a déjà un certain temps, hein, Mmh. ne cherchez pas à l'inviter. Hein, C'est comme Darius Ier et Exercès, ça ouais, remonte. exactement, ça remonte très loin. Et Aristote disait la vraie paix, c'est la coexistence active, c'est-à-dire pas la coexistence de gens qui s'insupportent, c'est vraiment cet enrichissement par l'autre dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il n'y a de coexistence possible qu'à travers la reconnaissance. Si je ne vous reconnais pas, si je vous dis ben non, vous n'existez pas, vous ne serez pas très contente. Voilà. Et moi, c'est un peu ce que j'entendais d'ailleurs. C'est pour ça que tout ça est très personnel dans ma tête. Mmh. T'existes pas, t'es Une un être personne. anormal. Bah, Mmh. eh bien, au fil de ma vie, j'ai découvert que la clé de la paix, c'était la reconnaissance de l'autre. Et la reconnaissance de l'autre, et là encore, je citerai Aristote, c'est soit l'amour de l'autre, soit le partage des convictions de l'autre, soit tout simplement l'utilité. C'est-à-dire, je gagne à être ami avec l'autre, parce que si je ne suis pas ami avec lui, il va taguer ma porte, il va tuer mon chien, il va crever mes pneus, etc. C'est ça la vie et la société humaine. Ah, et donc, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, il n'y aura jamais la paix tant que l'on ne reconnaîtra pas aux Palestiniens le droit de vivre, comme on reconnaît aux Israéliens le droit de vivre, Mmh. En sécurité. en sécurité, mais bien sûr. Malgré tout cela, on l'a compris, vous restez, optimiste, Bertrand Badi. Sur quoi, se fonde cet optimisme? J'aimerais mieux dire que je reste espérant que Ah d'accord, optimiste, parce que oui. optimiste, c'est de la Mmh. prévision. J'ai jamais écrit d'horoscope de ma vie. Oui. Mais j'ai l'espoir, et j'ai un espoir très fort, et je Ouais. vais vous expliquer la clé de cet espoir. La clé de cet espoir, c'est qu'en 50 ans d'enseignement, j'ai vécu avec des jeunes de 20 ans. Et c'est eux qui m'ont appris la vie. C'est-à-dire, chaque génération m'a montré que la vision de la génération d'avant était périmée. Et je vois cette génération actuelle qu'on appelle la Gen Z. Mmh. Je la vois active, je la vois cosmopolitique, je la vois résolument attachée à la solidarité. Vous savez, il faut lire One Piece, le fameux manga. Vous ne connaissez pas? Non. Ah bah allez-y. Et vous savez, c'est vendu à 500 millions d'exemplaires Mmh. et qui exprime l'imaginaire des jeunes. Et il y a dans One Piece, dans la bouche de Monkey Luffy, qui est le héros, le roi des pirates, cette phrase extraordinaire: «Nul n'est venu en ce monde pour vivre seul». C'est-à-dire qu'il y a chez les jeunes cette redécouverte de l'humanisme, cette redécouverte du cosmopolitisme, cette adhésion à l'idée d'une solidarité active, qui est une idée aristotélicienne. Vous voyez, c'est le grand pont entre les générations, et ça me rend optimiste. On parlait au début de cet entretien de ce qui se passe au Kenya. Mmh. On pourrait parler de la Gen Z au Maroc, de la Gen Z à Madagascar, de la Gen Z au Sri Lanka ou au Bangladesh ou au Népal. À chaque fois, c'est cette jeunesse qui nous montre la voie. Je la crois active et je crois qu'elle va gagner. Et la double culture est une chance, on l'a compris. Merci infiniment, Bertrand Badi, d'être venu nous voir et merci à vous tous de votre attention et on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.